Alors, l'histoire de passer justement à quelques petits commentaires de gens sur le sujet, il y a un sujet sur lequel vous avez travaillé dans cet observatoire, c'est le retour sur investissement. Et il y a deux chiffres qui sont intéressants par rapport à ça que tu peux peut-être nous commenter. Effectivement, donc 74 et 58. Alors, c'est pas les numéros de Taux évidemment. 74, c'est tout simplement le pourcentage des sociétés suisses qui considèrent que l'IA peuvent résoudre tout ou partie de leur challenge métier. Alors, sur papier, c'est cool. Ça veut dire que déjà, les entreprises comprennent le potentiel. On pourrait se dire pourquoi il n'y a pas 100%, mais déjà 74, c'est bien. Donc on a déjà effectivement un premier constat qui dit que effectivement en Suisse, le sujet de l'IA a de l'importance dans on va dire, dans l'agenda des directions. Par contre, 58%, ce chiffre est un petit peu moins sympathique puisque ça représente tout simplement le pourcentage de sociétés qui ont un vrai sujet autour du ROI sur leur projet IA. Sous-entendu, elles ne le mesurent pas, ou en tout cas, soit elles ne le mesurent pas tout court, soit elles n'arrivent pas à le mesurer. Ça fait un petit peu lien effectivement avec la partie, on va dire, ressources humaines. Sous-entendu, que voilà, notre observatoire fait pas une corrélation claire et nette entre, super, j'ai développé un projet IA, donc je licencie, j'ai envie de dire, on n'y est vraiment pas encore sur ces aspects-là. Mais c'est plutôt de se dire, on croit au potentiel, on voit le potentiel, par contre, on a un vrai problème pour mesurer ce ROI. Alors, c'est pas complètement une surprise non plus, puisque tout sujet d'innovation, on l'a tous connu par le passé, plus ou moins, on va dire, mais que un sujet d'innovation, son ROI est pas toujours très simple à mesurer dès les premiers mois ou années. On a tout de suite en tête le côté quantitatif, c'est-à-dire je développe et je déploie l'IA et donc rapidement je me dis tiens, la productivité on va être meilleure et ça va être super. Alors c'est pas aussi simple que ça parce que quand on parle de productivité, ça peut être aussi le côté j'enlève des tâches un petit peu rébarbatives, mais du coup, je vais peut-être mettre plus de qualité sur notre sujet. Donc, il y a toute la partie qualitative qui arrive derrière. Et donc, celle-là aussi, elle est importante. Donc, voilà, ce qu'on observe, nous, en tout cas, sur Suisse, c'est que cette partie-là, il faut lui laisser un petit peu de temps pour infuser, comme on dit. Je pense que ce constat, il dépasse le pays suisse, évidemment. Il y a aussi un autre aspect qui est important pour faire plus le lien avec justement le marché de l'emploi. On a parlé des juniors. Sujet qu'on connaît bien côté consulting, mais de manière générale, les jeunes actifs se posent quand même une vraie question. Je suis pas là pour y répondre, mais plutôt pour poser le débat. On a tous conscience du fait que dans l'enseignement supérieur, qui est un des sujets sur lesquels on travaille pas mal aussi, dans l'enseignement supérieur, l'IA bouge aussi les codes. C'est-à-dire que vous avez un master, jusque-là vous faisiez un mémoire de master, on vous demandait de pondre effectivement un joli mémoire de plusieurs centaines de pages. La vraie question, c'est en 2025, c'est quoi la valeur de sortir un rapport de 200 pages? Elle est clairement pas la même qu'il y a 5 ans. Donc, ce qui veut dire derrière que l'IA doit aussi transformer l'enseignement supérieur, qu'il y a aussi besoin d'alimenter, on le redit tout à l'heure, si aujourd'hui les jeunes actifs sont sans doute les plus menacés, on va dire, par le petit creux de recrutement, c'est aussi de pouvoir transformer cette partie-là. Donc, voilà, je pose le débat, mais je m'arrêterai là parce que sinon on peut y passer la soirée. Non, parce que j'ai une question sur le 58. Tu as évoqué deux éléments différents. Est-ce que, à ton avis, c'est plutôt parce qu'on n'arrive pas à mesurer le retour sur investissement, ou c'est parce qu'on préfère finalement se mettre un bandeau devant les yeux et de ne pas le mesurer parce qu'on a peur qu'il soit pas là? Alors ça dépend de la culture des entreprises. C'est-à-dire, évidemment, il y a des entreprises qui ont la culture du ROI très fort, c'est-à-dire on lance rien si on n'a pas un joli business case de 150 pages et que tout le monde va pas se sacrifier si on a un problème. Mais il y a un autre aspect sur lequel je peux rebondir assez facilement, c'est donc cet observatoire, il est jeune, il a 2 ans d'ancienneté, mais ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on mesure ces choses-là et on voit des évolutions. Ça progresse, pas tant que ça, mais ça progresse un peu. Mais il y a un autre aspect qui est important à aussi avoir, c'est que sur la nature des projets, 2024, c'était l'année des pilotes. Tout le monde voulait tester des trucs sur l'IA générative pour dire, tiens, je vais regarder ce que ça donne. Je suis côté RH, tiens, amusons-nous à faire des job desk avec l'IA générative, qu'est-ce que ça peut donner. Je suis côté service client, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un bot au milieu ou un agent conversationnel, ce genre de choses. Donc c'était un peu le test tout azimut. Ce qui est très bien. Donc, sous-entendu, petit test égal, on se pose pas trop la question du ROI, on veut d'abord voir ce que ça donne, on paye pour voir, quelque part.
2025, ce qu'on a observé dans nos chiffres, c'est que par contre, décroissance des pilotes, par contre, croissance des gros projets. L'IA, sous-entendu, plus d'ambition, périmètre plus grand. On veut maintenant regarder qu'est-ce que ça veut dire de mettre une IA sur l'entièreté d'un service, voire de l'entreprise. Donc là, à partir du moment où on met plus de transversalité, on cherche plus d'impact, donc plus de ROI. Donc je pense que pour donner un peu une direction, que les choses vont aller dans le bon sens, mais une chose faudra sans doute laisser du temps. Parfait. Alors, autre sujet, on ne peut pas parler d'IA sans parler d'éthique. Peut-être encore plus sur notre continent que sur un continent de l'autre côté de l'Atlantique. Récemment, l'ONU, qu'on peut pas accuser d'opinion sectaire ou extrémiste, a voulu mettre en place une ligne rouge, des règles que tous les États s'engageraient à ne pas dépasser en matière d'éthique. Et c'est intéressant parce que réaction des États-Unis, hors de question. Hors de question, on veut pas de ligne rouge, on veut pas que vous veniez nous dire comment il faut faire et comment il faut pas faire. Réaction intéressante aussi des pays européens. On commence à avoir des pays européens qui vont rencontrer les GAFAM en leur rappelant quand même que Trump est pas là pour un certain nombre d'années, un petit nombre d'années, et que même s'il est remplacé par quelqu'un qui serait du même bord, pas forcément quelqu'un qui aurait le même déterminisme que lui. Et que donc j'ai vu passer dans un article une petite phrase intéressante où l'Europe rappelle aux GAFAM que Trump ne sera pas définitif, mais que par contre l'Europe se rappellera pendant longtemps des choix qu'ont fait les GAFAM. Et que en matière d'éthique, il faudrait pas qu'ils aient une vision à trop court terme s'ils s'intéressent véritablement au marché européen. Donc ce sujet éthique, il est très important. Et je crois que d'ailleurs dans l'observatoire, tu avais noté un certain nombre de points là-dessus sur des difficultés particulières que rencontraient les entreprises pour mettre en place des règles d'éthique. Tout à fait. Alors déjà un chiffre, ce que vous avez compris, l'observatoire, c'est du chiffre, mais pas que 70%. Donc vous imaginez bien que ce 70%, il représente la majorité des entreprises suisses qui disent « Ok, nous, on embarque des sujets éthiques dans nos projets IA ». Bon, même question, pourquoi il n'y a pas 100%, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est quand même une forte majorité. Pour rebondir du coup sur ta question, donc déjà, l'éthique, c'est toujours le sujet qui embête tout le monde. C'est-à-dire que, qu'on soit en Suisse ou ailleurs, mais c'est toujours le cas de se dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas un frein à l'innovation ? Est-ce que ça va pas nous empêcher de faire des choses ? Alors, effectivement, il y a des lois. Alors, sur Suisse, il y a pas beaucoup de lois sur ce sujet d'IA, même si, effectivement, la Confédération va travailler dessus juste maintenant. Ce qu'on voit chez nos clients dans nos projets, il y a deux aspects. Historiquement, il y a toutes les lois classiques européennes et suisses sur RGPD ou la NLPD ou la RUD en fonction des secteurs d'activité qu'on peut avoir, qui posent un cadre sur les données. Bon, ça, ok, c'est l'IA, évidemment, joue avec la donnée, on n'y coupe pas. Il y a aussi l'IA Act européen, même si on en parle peu, même s'il n'est pas extrêmement structurant, il donne des vraies directives, et c'est plus, on va dire, une somme de directives que une loi qui doit couper les sujets. Mais en tout cas, il est là, cette IA Act. J'ai envie de dire que nous, toutes les entreprises avec lesquelles on va travailler, même si elles ont aucune activité en dehors du territoire suisse, aujourd'hui, ça reste quand même un standard que tout le monde regarde et que tout le monde va utiliser. Je pense que vous connaissez l'IA Act. En gros, ça donne principalement le type de risque qu'on a en face. Ça donne aussi des directives. Typiquement, on n'a pas le droit de jouer avec des données ethniques, par exemple, mais ça, c'est pas complètement une nouveauté non plus. Donc, ça donne un cadre, ça donne des choses. C'est, je pense, un point qui est évidemment important, mais surtout ce qu'on remarque au global, et c'est ce qu'on voit aussi dans l'observatoire, c'est clairement pas ces sujets-là qui freinent les projets. Voilà, on prendra cette discussion-là juste après, mais c'est là, on l'utilise, on joue avec, c'est un cadre, c'est important de l'avoir, c'est surtout un joli garde-fou, et finalement, le sujet est plutôt sur le cadre éthique qui est là, mais comment je vais l'appliquer, et là, le sujet est plus compliqué quand on commence à expliquer ça dans le détail aux équipes, mais c'est un autre sujet.
C'est un cadre de bon sens d'ailleurs, parce que quand on regarde les IA qui sont interdites et qu'on les regarde avec nos yeux, on se dit mais heureusement qu'elles sont interdites. On n'a pas envie d'avoir un crédit social général comme les Chinois, on n'a pas envie d'avoir des IA qui discriminent quelqu'un par rapport à ses caractéristiques physiques. Donc c'est un cadre, mais c'est un cadre qui me paraît aujourd'hui plein de bon sens. Plein de bon sens, mais qui donne, comme tout cas, donne à réfléchir. C'est-à-dire que si on prend les sujets haut risque, par exemple, si vous utilisez un moteur pour scanner tout simplement, préfiltrer les annonces côté RH, enfin les annonces plutôt les réponses, les comptes, bien sûr, je vais y arriver côté RH, ou la personnalisation client. Bref, dès que vous commencez à utiliser la donnée en volume sur des activités, on va dire, sur lesquelles il y a de la donnée personnelle, ça pose un cadre en disant, OK, ça, vous pouvez le faire, c'est du haut risque, et derrière, il va falloir évaluer ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment vous le traitez, comment vous le gérez, surtout comment vous gardez ce cadre en place. Et encore une fois, c'est là où en fait toute la difficulté. Au niveau, on va dire, d'une direction IA, il n'y aura pas de problème. Le sujet va plutôt être au niveau de l'ensemble des collaborateurs, des process et de l'entreprise. C'est toujours là où bas blesse, comme on dit, l'erreur est humaine, mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Alors, autre sujet. Dans un post LinkedIn, je lisais un spécialiste des relations publiques qui comparait l'IA à un stagiaire permanent. Et je trouve que c'est très très vrai. C'est une très très bonne analogie. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui quand on analyse un certain nombre de chiffres. Vous avez certainement vu passer ce graphique-là, l'évolution des besoins en informaticiens en fonction des tranches d'âge. Et on voit clairement que corrélation ou causalité, je vous laisserai le définir, mais jusqu'à la sortie et la démocratisation de l'IA générative, les besoins, toutes tranches d'âge confondues, à peu près alignées. Depuis, chute énorme des besoins et des recrutements de jeunes profils, et par contre, on a de plus en plus besoin de profils seniors. Alors à mon âge, je vais pas m'en plaindre, mais par contre, je me pose quand même la question de tous les jeunes. Tous les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'université, qui on se plaint parfois de cette génération Z qui arrive et qui a des difficultés à rentrer dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, si on n'a plus besoin d'elle, comment peut-on devenir chef dans un restaurant 3 étoiles si on n'a pas commencé par couper des pommes de terre pendant des semaines et laver des assiettes? Est-ce qu'on peut véritablement, et alors là, moi j'aimerais que tu rebondisses là-dessus peut-être également, au-delà des chiffres que tu vas nous commenter, mais comment est-ce qu'on peut, dans une entreprise comme la tienne, espérer former des seniors si on n'embauche plus de juniors? Alors, c'est pas que chez nous, hein, c'est effectivement chez tout le monde. Je pense que ce phénomène n'est pas complètement nouveau. Je pense qu'on l'a à peu près tous vécu. Chaque fois qu'il y a eu d'un coup une rupture, on va dire technologique, et un bout de récession qui commence, effectivement, c'est malheureusement les jeunes actifs qui sont les plus visés. Alors bon, on espère tous, honnêtement, que c'est que temporaire. Mais c'est un peu ce que je disais en introduction sur le côté enseignement supérieur, qui a clairement un rôle à jouer. Quand on déplace le sujet, finalement, les entreprises, elles ont des besoins. Elles regardent qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mais si les jeunes actifs sont effectivement pas préparés à ce genre de choses, on a un sujet. Alors effectivement, malheureusement, l'enseignement supérieur et les études, ça dure pas 6 mois, hein, ça dure plutôt baisse de maturité. Pour former un ingénieur, il faut quand même 5 ans. Donc il faut du temps. Donc ce temps, on espère qu'il sera le plus court possible. Et après, c'est aussi une responsabilité collective. C'est-à-dire que se poser la question entre recruter des juniors ou développer un agent conversationnel, je vous laisse le choix. On peut trouver peut-être des moyens de poser les choses entre les deux. Et justement, sur rebondir sur encore notre forêt de chiffres, 43-57, donc la somme fait 100%, mais c'est pas ça le sujet. Le 43%, c'est dire que 43%, c'est les entreprises qui partent du principe, qui notent quand elles ont un vrai problème de compétences internes sur l'IA. Alors vous allez dire, ok, évidemment, c'est un problème. En l'occurrence, c'est un chiffre qui est en forte décroissance, moins 26% à peu près, 26 points, pardon. Donc on peut se dire, très bien, on a encore besoin de personnes compétentes sur les sujets data IA. Bon, évidemment, c'est un vrai sujet. Le deuxième point de 57%, là, il est intéressant parce qu'il peut paraître contradictoire, mais il l'est pas complètement. Je m'explique. 57%, c'est les entreprises qui disent, nous, on a besoin d'aller chercher de l'aide à l'externe. Alors, l'aide à l'externe, c'est
Les collaborations académiques, c'est des gens comme nous, côté conseil, intégration, logiciel, peu importe. Donc, pourquoi on irait chercher forcément des gens en externe alors qu'on a des problèmes aussi en interne? Bon, il y a plusieurs raisons. Même chose, à chaque fois qu'il y a une rupture un peu technologique, prendre recruter en interne, évidemment, ça prend du temps. Donc c'est pour ça aussi que ça descend dans le temps. Oui, il va falloir effectivement du temps et quelque part aller chercher des compétences externes, c'est aussi acheter du temps. Sous-entendu, on va aller chercher des gens qui vont être plus rapidement capables de sortir des choses. Alors on est aussi tous au courant que ces mêmes personnes ne seront là peut-être pas dans la durée, mais seulement sur des projets. Donc on voit une espèce de biseau qui est en train de s'opérer, qui évolue à travers le temps par rapport à ce que je vous ai juste avant. Et puis là aussi, on se pose une question plus fondamentale qui est en entreprise, qui est finalement, est-ce que je vais faire les choses ou est-ce que je vais les acheter? Le fameux make or buy, qui est encore un sujet vieux comme l'IT, j'ai envie de dire. Et ben c'est un peu le même principe. C'est est-ce qu'en tant qu'entreprise, je veux absolument tout faire en interne? Est-ce que c'est mon métier de vouloir créer des agents, des bots, de me lancer dans l'IA agentique ou ce genre de choses? Ou alors de dire non, c'est pas forcément mon métier. Si je veux avoir de l'impact, comme je disais tout à l'heure, avoir des gros projets à l'échelle, j'ai peut-être intérêt aussi à attendre. C'est-à-dire regarder ce qui se passe sur le marché. Et si par exemple j'ai développé des gros écosystèmes par le passé, bah, c'est d'utiliser ces gros écosystèmes pour me dire mais qu'est-ce qui peut m'apporter sur de l'IA générative. Et donc là, tous les éditeurs de logiciels qu'on connaît, qu'ils soient européens, américains ou suisses, évidemment, ils ont tous un coup à jouer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce chiffre-là, pour nous, au-delà du marché de l'emploi, c'est aussi se poser la question comment je veux monter sur ces sujets data IA en interne ou en externe. Alors justement, on a beaucoup parlé. Écoutez, quand vous devez prendre une décision stratégique, dans un premier temps, vous avez une intuition, quelle qu'elle soit, dans le rassemblement de toutes les données qui vont vous permettre de prendre une décision et dans l'analyse de ces données. Donc, vous avez toujours un va-et-vient entre votre intuition de base et l'analyse des données. Et au bout d'un certain moment, vous prenez une décision. Cette décision, elle est souvent prise à partir des données de base, elles sont fondamentales. Si toutes les données de base contredisent votre intuition, vous allez prendre une décision qui va dans le sens des données de base. Si vous êtes dans une situation dans laquelle les données de base se contredisent entre elles et qu'il n'y a pas de choix évident dans un sens ou dans l'autre, votre intuition va être déterminante. Il est pratiquement impossible pour quelqu'un qui a des responsabilités de prendre une décision qui est basée uniquement sur l'intuition. Je pense que ça n'existe pas. Parce que, quelque part, cette décision que vous allez prendre va avoir des conséquences. Si ces conséquences n'ont pas été mesurées, si cette décision n'a pas été bien analysée dès le départ, ces conséquences peuvent être horribles pour votre société ou votre communauté et pour vous-même. Donc c'est très très rare. Donc c'est décision basée sur des données, sur l'analyse de ces données, une intuition qui confirme cette conclusion, et quand cette intuition est en contradiction avec l'analyse des données, vous allez faire taire votre intuition. L'intuition ne joue un rôle primordial que quand les données ne vous permettent pas d'obtenir une décision claire. C'est là où votre intuition joue un rôle. Alors, vous imaginez pour quelqu'un comme moi qui travaille dans la data depuis 35 ans, d'écouter un patron de l'envergure de quelqu'un comme Carlos Ghosn parler de la data, c'est finalement une forme de consécration de ce qu'on espère tous lorsqu'on parle de data avec des gens qui sont à l'intérieur des entreprises, lorsqu'on parle de qualité, lorsqu'on parle de faire remonter l'information jusqu'au plus haut niveau pour aider à la prise de décision. Donc, c'est absolument fantastique d'entendre ce genre de choses et ça montre bien et ça confirme qu'en effet, et c'est notre travail à tous d'aller remonter au plus haut parce qu'au plus haut niveau, les grands patrons comprennent que prendre le sens du vent, c'est bien, mais qu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut absolument de la data. Alors, si on continue sur notre petit échange, donc on a mis en avant un nouveau chiffre. 41% des entreprises se considèrent comme orientées données. Est-ce que ça veut dire que 59 se considèrent comme pas orientées données? Ou alors 59, on va pas discuter avec Carlos, je ne sais pas. Carlos qui est sans doute le plus consultant data le plus cher du monde, donc vous pouvez y aller, mais ça va piquer. On a rien payé là sur TikTok, ça va. Non, plus sérieusement, 41%. Donc oui, ce chiffre peut
pose question. C'est-à-dire qu'on se dit, mais finalement, c'est pas grand-chose, 41%. Alors, ça rejoint ta question. Qu'est-ce que font les autres? Ben, les autres, je pense qu'ils se battent un petit peu sur le côté, j'ai pas forcément les bonnes données, elles arrivent pas au bon moment. Ma direction, historiquement, elle a eu plus d'intuition, que de confiance aux chiffres. Donc, finalement, ils partent là-dedans. Il y a un autre chiffre qu'on peut mettre aussi en regard de ça. Alors, cette donnée, d'ailleurs, évolue peu, sur les 2 ans. Il y a un autre point qui me paraît important, c'est aussi la compréhension des directions des sujets autour du l'IA, parce que tout ça, il y a un petit peu lié. On a à peu près un tiers des sociétés qui disent on a l'impression que notre direction comprend pas grand-chose au sujet de l'IA. Et c'est sans doute ça aussi qu'il faut regarder. Tous les sujets, je pense, on le vit tous au quotidien, et nous aussi en particulier dans nos projets clients, c'est que si on n'a pas une direction forte qui veut avancer de manière claire sur ces sujets et data et d'IA, en fait, ça avance pas. On peut lancer tous les sujets de gouvernance de data du monde, de vouloir lancer tous les POC d'IA du monde. Si à un moment donné, la direction dit pas, on veut y aller, on pense qu'il y a un intérêt et on y croit, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que ce chiffre, qui pourrait alimenter la conversation avec Carlos, doit être aussi considéré en ayant en tête les directions des entreprises. Alors, en conclusion, je voudrais qu'on parle un peu de la Suisse. Qu'est-ce que cette étude nous enseigne sur l'attitude de la Suisse vis-à-vis de ces sujets? Est-ce que la Suisse est sur le bon chemin? Est-ce que cette volonté suisse de faire les choses à son rythme, comme elle le souhaite, d'être indépendant, d'être autonome, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est quelque chose qui pénalise la Suisse? Quel retour t'as suite à ce baromètre sur la Suisse? Alors, c'est une question qui est toujours compliquée de se poser la question de la Suisse par rapport au reste du monde. Si vous voulez creuser, évidemment, il y a un petit QR. Vous pouvez y aller, vous aurez accès à notre site dédié et pour aller plus loin. Mais pour répondre à la question, nous, ce qui nous a marqué, même si on n'a que 2 ans d'historique, c'est quand même que les choses vont vite. On a vu des grosses évolutions juste en 2 ans. Alors, on se pose la question, ok, ça va vite, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va sur le bon chemin. Mais la question de la temporalité est super importante. C'est de se dire, est-ce que finalement, ce qu'on voit arriver sur Suisse, où effectivement plus de maturité, plus de projets, plus de choses qui bougent, mais est-ce que le marché suisse va aussi vite que le marché de l'IA? Alors ça, je pense que la réponse est plutôt non. Il y a beaucoup plus d'annonces toutes les semaines de toutes les sociétés de technologie, éditeurs, startups et autres qui nous proposent des choses. Ce qu'on voit sur Suisse, c'est que ça avance moins vite. Alors est-ce que c'est un problème? Là-dessus, c'est plus mon avis personnel que ce que donne l'Observatoire, évidemment. On n'en est pas complètement sûr. Encore une fois, c'est beaucoup d'innovation doit être aussi absorbé, avalé et digéré. Vouloir se lancer à corps perdu, et ça, par contre, l'Observatoire le dit bien. Faire plein de pilotes, c'est bien. Par contre, avoir des vrais projets à impact, c'est mieux, mais surtout, c'est plus compliqué. Donc, il y a aussi ce côté de vouloir potentiellement poser les choses, se dire où est-ce que j'ai plus de chances de réussir. Souvent, dans tous les projets qu'on voit, le sujet de la techno pure et dure est plus vraiment le problème. On arrive toujours à trouver des solutions, à intégrer de la donnée, à aller chercher des choses. Et je finirai juste aussi sur un élément de corrélation qu'on a trouvé et qui nous a particulièrement marqué. Souvent, on dit, en fait, je fais pas d'IA parce que mes données sont pas au rendez-vous, la qualité est pas là, et blablabla, blabla. Ok, on l'entend tous, on le comprend, y a pas de souci. Ce qu'on a vu, nous, dans l'Observatoire, c'est qu'il y a une corrélation claire en disant que, en fait, même les sociétés qui ont des gros problèmes de qualité de données peuvent se lancer dans l'IA. En l'occurrence, elles le font. Alors après, techniquement, on voit bien les sujets qui se cachent derrière sur des données synthétiques, tout genre de choses, mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, la qualité de la donnée n'est même plus l'excuse. Donc, il faut effectivement se lancer. La question étant évidemment de à quelle vitesse et comment. Alors, on va peut-être recevoir des tomates, mais je me rappelle que quand on a préparé cette petite discussion, j'avais noté les US innovent, l'Europe réglemente, la Suisse attend. Est-ce qu'on est bon ou pas? On est toujours là-dedans. Je pense qu'il y a, on surprend RGPD, le côté 5 ans pour réviser la LBD. Bon, peut-être que les réglementations sur l'IA iront plus vite en Suisse. C'est un sujet effectivement qu'on a toujours. Alors après, est-ce que c'est un frein à la réglementation, à l'innovation? Je reviendrai peut-être plus moi sur un autre sujet. Là, c'est plus une conviction personnelle, pour être franc, sur l'enseignement. Même si Trump est pas là longtemps et que l'administration peut vite changer, faut pas oublier que l'innovation américaine, elle est surtout
elle est surtout a été faite grâce aux universités, à l'excellence de la recherche et à l'attractivité du pays. Aujourd'hui, vous êtes un jeune doctorant, est-ce que vous allez aux États-Unis? C'est moins clair. Donc clairement, il y a une carte à jouer en Europe, en Suisse, même si effectivement l'Asie est le coup de la planète, mais il y a quand même des choses qui se bougent. Alors évidemment, on parle d'une temporalité qui est très différente. L'IA, on parle de sujets nouveaux toutes les semaines. Quand on parle de effectivement démonter ou remonter une filière de recherche à l'université, ça prend plus de temps. Mais justement, je pense qu'il faut savoir aussi prendre du recul, se poser ces questions-là, et finalement se dire que ce soit l'Europe et la Suisse plus en particulier, il y a clairement des cartes à jouer. Et je pense que c'est en tout cas le message d'espoir que nous on a envie de porter, et se dire que c'est pas parce qu'on réglemente plus avec peut-être du retard que c'est un problème. On peut faire plein d'autres choses, et en tout cas il y a plein de signes qui sont plutôt positifs là-dessus. Et encore une fois, l'idée c'est de passer à l'action. Merci beaucoup, Jean. Merci pour toutes ces informations. Donc, prochaine étape, vous téléchargez l'observatoire pour pouvoir voir tous les autres chiffres et tous les autres commentaires qui sont à l'intérieur. Et puis, profitez aussi de l'espace discussion pour poser toutes les questions que vous aurez à Jean sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous.